Les premiers centres financiers se développent au XIVe siècle en Europe, et l'une des premières villes de l'histoire à en profiter est Bruges. Idéalement placée sur une voie d'accès maritime vers l'Europe du Nord et située au carrefour des routes commerciales de l'Europe occidentale, Bruges devient une étape importante pour les marchands dans le monde connu. Un voyageur allemand, dont je n'oserais pas prononcer le nom, écrit à cette époque « Il y a une place à Bruges où les marchands se rassemblent, on l'appelle la bourse ». La place dont il parle est située devant l'auberge tenue par la famille Van der Burse, qui donne son nom au lieu, et cela devient le point de rendez-vous privilégié de certains marchands. On se rend sur cette place appelée Terbörse pour consulter les derniers taux de change des monnaies de toute l'Europe et pour nouer des contrats entre marchands. Avec l'ensablement du port qui réduit le trafic maritime, la ville perd peu à peu de sa splendeur marchande. À la fin du XVe siècle, Bruges est détrônée par sa jeune voisine, Anvers. Le centre financier de l'Europe se déplace ainsi vers une nouvelle place marchande qui conservera le nom de bourse. Fortement inspirés par la bourse d'Anvers, les Anglais fondèrent également leur première bourse de commerce à la Cité de Londres au XVIe siècle. La reine Elisabeth, pour éviter qu'il soit dit que la place marchande de Londres était une copie de la bourse d'Anvers, voulut nommer le lieu Royal Exchange. Mais la désignation de bourse avait déjà tant de puissance que malgré la volonté de l'appeler Royal Exchange, le local fut communément appelé bourse comme à Bruges et à Anvers pendant plusieurs siècles. Le mot bourse a traversé les âges et il suscite aujourd'hui des sentiments mêlés, méfiance, fantasme et mystère. Je m'appelle le Loup des Ardennes et dans cette vidéo, nous allons retracer l'histoire de la bourse pour comprendre son fonctionnement d'aujourd'hui. Si tu souhaites soutenir mon travail, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. Sans plus attendre, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les bourses sont donc à l'origine des lieux d'échange de gré à gré qui mettent en relation des vendeurs et des acheteurs. Ce sont des marchés où les échanges sont totalement libres. Pour effectuer une transaction, les acheteurs et vendeurs se mettent d'accord sur les prix et les volumes qu'ils échangent. Grâce aux transactions qui sont conclues à ces endroits, on peut donc en déduire un prix et un volume pour chacune des marchandises qui sont échangées. Prenons un exemple pour comprendre la formation des prix et des volumes en bourse. Imaginons un marché de la laine où il y a plusieurs transactions un jour donné. Un marchand a vendu 1 kg de laine à un client au prix de 32 €. Un autre marchand a vendu 3 kg de laine au prix de 84 €. En faisant la moyenne, on peut donc estimer que le prix de la laine est de 29 € par kilogramme ce jour-là, avec un volume total de 4 kg. Le lendemain, on fait le même exercice et on relève d'autres transactions. Un marchand a vendu 1 kg de laine au prix de 31 €. Un autre marchand a vendu 2 kg de laine au prix de 68 €. En calculant, on trouve que le prix moyen de la laine le lendemain est alors de 33 € par kilogramme avec un volume total de 3 kg. En relevant la totalité des transactions, il est donc possible de suivre le prix et le volume de laine échangés dans ce marché au cours du temps. Dans chaque bourse, les transactions y sont différentes puisqu'elles ont lieu dans des endroits différents avec des personnes différentes. Pour une même marchandise, par exemple la laine, le prix et le volume sont donc différents selon la bourse où l'on se situe. Dans les bourses, on n'y échange pas seulement des marchandises, on peut y échanger des matières premières, des monnaies ou encore des titres financiers comme des actions ou des obligations. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre à quoi servent les actions et les obligations. Lorsqu'une entreprise souhaite se développer, elle a souvent besoin d'argent. Pour convaincre les investisseurs de lui fournir de l'argent, l'entreprise émet des titres de propriété appelés actions. Ces bouts de papier confèrent à leurs détenteurs appelés actionnaires la propriété d'une partie de l'entreprise ainsi que les droits qui y sont associés. Investir dans des actions revient à parier sur le succès futur de l'entreprise et un actionnaire a deux principaux droits. Le droit de percevoir une part des bénéfices futurs de l'entreprise sous forme de dividendes et le droit de vote permettant d'intervenir dans la gestion de l'entreprise. C'est sur ces deux principes qu'est née en 1250 la première société dont les actions pouvaient s'échanger, la Société des Moulins de Bazac à Toulouse, avant même la naissance de la Bourse de Bruges. Les actionnaires de cette société ne touchaient pas les bénéfices sous la forme d'argent, mais ils touchaient en nature, c'est-à-dire en farine, leur part des bénéfices chaque année. Une part des bénéfices qui variait selon le niveau de récolte. Également chaque année, une assemblée générale élisait les administrateurs, le trésorier et le receveur des grains de la société. Les deux principes à l'origine des actions, le droit de percevoir un bénéfice et le droit de vote, ont traversé le temps et sont devenus la norme aujourd'hui.
La mécanique des actions est assez simple. La quantité d'argent investi détermine le poids d'un actionnaire dans la société. Plus on investit, et plus on a de poids dans l'entreprise. Une entreprise peut donc avoir plusieurs actionnaires, et c'est là que c'est intéressant. En l'absence de majorité claire et en cas de désaccord entre les actionnaires, prendre une décision peut prendre plus de temps. Quand une entreprise vend ses propres actions, il faut donc qu'elle fasse attention à ne pas avoir trop d'actionnaires différents lors des assemblées générales futures. Pour obtenir de l'argent de la part d'investisseurs, une entreprise a alors une autre option que les actions, ce sont les obligations. Une obligation, c'est un titre de créance, un bout de papier émis par une entreprise ou un État qui va conférer à leurs détenteurs, les créanciers, la propriété de la dette de l'entreprise. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une obligation fonctionne de la même manière qu'un prêt bancaire. Les créanciers acceptent de prêter de l'argent à une entreprise ou un État sous la forme d'obligation contre une rémunération pour le risque pris. Lors de la création de l'obligation, l'entité émettrice va fixer 3 caractéristiques. D'abord, elle fixe la valeur nominale, c'est le montant d'argent que l'entité souhaite obtenir, comme dans un prêt bancaire. Ensuite vient le taux d'intérêt, c'est le taux de rémunération des créanciers, comme dans un prêt bancaire. Enfin, l'entité fixe la durée de remboursement de l'obligation, généralement en années, que l'on appelle la maturité, comme dans un prêt bancaire. On peut alors se demander pourquoi on a créé des obligations alors que les prêts bancaires existent. Eh bien, le choix entre une obligation et un prêt bancaire dépend en fait de la taille de l'entité qui a besoin d'argent. En général, les obligations sont plus adaptées pour les grandes entreprises ou les États qui ont besoin de vraiment beaucoup d'argent. En effet, une grande entreprise ou un État ne peut pas souscrire un prêt dans une seule banque. Les montants seraient tellement volumineux qu'une seule banque ne pourrait pas assumer le prêt. Donc ils utilisent les obligations pour avoir tout un panel de prêteurs différents. L'émission d'obligations est un phénomène très ancien qui remonte à la Renaissance et qui a longtemps été utilisé majoritairement par les États. En 1555, Henri II lance le Grand Parti de Lyon, un emprunt de 2 millions d'écus, l'équivalent de plusieurs dizaines de milliards d'euros aujourd'hui, pour abaisser le coût de la dette royale en France. L'opération est une grande première pour la Bourse de Lyon, première bourse de France qui existe depuis 1540. Mais comme c'est le cas pour un prêt bancaire, il arrive que l'émetteur d'une obligation ne puisse plus rembourser ses créanciers, même quand il s'agit d'un État. En 1557, les besoins financiers liés à l'activité militaire sont énormes et la France est également touchée par une crise monétaire. L'État n'arrive pas à tenir ses promesses et ne rembourse presque pas les créanciers qui doivent renoncer à une grande majorité de ce qu'ils avaient investi. La situation est tellement catastrophique qu'en 1567, lorsque Henri III, fils de Henri II, envisage un nouvel emprunt, on ne trouve plus de prêteurs à la Bourse de Lyon. Ainsi, les actions et les obligations sont des outils pour permettre à des entreprises ou des États de lever de l'argent pour financer une activité, qu'elle soit commerciale ou même militaire. Du côté des investisseurs, mettre de l'argent dans des actions ou des obligations peut rapporter dans le futur, mais cela comporte des risques. Dès le XVIe siècle, les bourses sont donc de grandes centrales financières où l'on peut s'échanger absolument de tout. Des produits tangibles, mais aussi des produits financiers avec des personnes venant de nombreux pays différents. Avec une telle concentration de richesses, dans un cadre non réglementé, le temps était compté avant qu'une catastrophe arrive. Au début du XVIIe siècle, dans les Provinces-Unies, une partie des Pays-Bas actuels, et plus précisément à Amsterdam, il y a un engouement soudain pour l'horticulture et le jardinage. L'introduction de nouvelles espèces, dont la tulipe venue d'Istanbul, stimule l'intérêt des habitants. Les bulbes de tulipes commencent à être commercialisés, en particulier par des bourgeois fortunés. La tulipe devient un symbole de richesse et l'enthousiasme se manifeste dans l'art et le commerce. Des marchands contribuent à cette effervescence commerciale en fournissant des informations sur les différentes tulipes disponibles. Les Néerlandais créent un marché sur lequel le bulbe de tulipe rare se négocie et des acheteurs et vendeurs se rencontrent sur ce marché. Cela contribue à l'accroissement de l'intérêt pour les tulipes. En 1636, le succès est tel qu'une autre bourse de commerce est mise en place aux Pays-Bas, une bourse de contrat à terme. C'est une grande innovation dans l'histoire financière, car une bourse de contrat à terme, ce n'est pas une bourse ordinaire. Dans cette nouvelle bourse, on n'achète plus un bulbe lors d'une transaction, mais on signe un contrat qui promet que l'on achètera un bulbe dans le futur à un prix déterminé dans le présent. Un contrat qui oblige l'acheteur à réaliser la transaction dans le futur. Le problème, c'est que ce type de contrat peut être utilisé pour spéculer. Prenons un exemple pour le comprendre. Imaginons que l'on signe aujourd'hui un contrat à terme au prix de 3 florins qui oblige à acheter un bulbe pour 100 florins dans un mois. Un mois s'écoule et le prix du même bulbe a augmenté à 120 florins. On va donc honorer le contrat et acheter le bulbe à 100 florins au marchand avec qui on a signé le contrat à terme. On va ensuite revendre le bulbe à 120 florins à un autre marchand. Avec cette opération, on a donc réalisé une plus-value de 17 florins. A l'inverse,
Si le prix n'augmente pas à 120 florins, disons qu'il baisse à 90, on se retrouve avec une perte de 13 florins. Le problème, c'est que dès 1636, les bulbes de tulipes prennent rapidement de la valeur, ce qui attire de nombreux spéculateurs qui se sont alors lancés dans des transactions de plus en plus risquées. Ces spéculateurs achetaient des bulbes avec des contrats à terme dans l'espoir de les revendre à des prix encore plus élevés. La frénésie spéculative atteint son apogée en 1637, où une variété de bulbes atteint le prix record de 6700 florins. Cela peut sembler peu aujourd'hui, mais c'était la valeur de 2 maisons ou encore 15 fois le salaire annuel d'un artisan à l'époque. Cette bulle spéculative a été alimentée par des arguments rationnels, puisqu'il y avait des rumeurs selon lesquelles le Parlement néerlandais allait transformer les contrats à terme de bulbes de tulipes en option d'achat. Autrement dit, les spéculateurs ne seraient plus forcés d'honorer leur contrat et perdraient uniquement la valeur d'achat du contrat à terme. Début 1637, les prix des bulbes de tulipes s'effondrent et les autorités néerlandaises ont dû intervenir pour réguler le marché. La spéculation venait de frapper une première fois la bourse. Au début du XVIIIe siècle, c'est en Grande-Bretagne que l'on retrouve un autre épisode marquant de spéculation. En 1711, la Compagnie des mers du Sud est fondée dans le but de faciliter le commerce avec l'Amérique du Sud et les îles du Pacifique. C'est une entreprise anglaise qui obtient le monopole du trafic négrier sur les places marchandes espagnoles dans ces régions grâce aux avantages que la Grande-Bretagne a gagnés à la suite de la guerre de succession d'Espagne. En contrepartie du monopole, l'État anglais demande à la Compagnie des mers du Sud d'acheter des obligations de l'État contre des actions de l'entreprise pour diminuer la charge de la dette du pays. Il y a un double bénéfice pour l'entreprise, elle reçoit une rente grâce aux obligations d'État qu'elle détient, et l'État rentre au capital de l'entreprise, ce qui rassure les actionnaires. À cette époque, il y a un attrait très fort pour les récits des corsaires et flibustiers qui se multiplient en Europe et qui font rêver les populations. Ces contes mystérieux, pleins d'aventures, vont susciter des appétits financiers chez les investisseurs qui voient de plus en plus l'entreprise comme ayant un très fort potentiel. La compagnie se met alors à propager les rumeurs les plus extravagantes sur la valeur potentielle de son commerce avec le Nouveau Monde. En plus de ce contexte favorable, l'entreprise va faire un coup de génie en termes de promotion. Des options sur les actions sont vendues à une 50aine de personnes influentes au prix de marché. Une option permet à ces investisseurs favorisés d'acheter n'importe quand dans le futur des actions de l'entreprise à un prix fixé le jour d'achat de l'option. Une option, c'est exactement la même mécanique qu'un contrat à terme, sauf que les acheteurs n'ont pas l'obligation d'honorer le contrat. Ils peuvent exercer leur option quand ils le veulent, et ils peuvent ne rien exercer du tout. L'intérêt d'une option est que si les prix montent, les investisseurs peuvent empocher une plus-value égale à l'augmentation des cours. Si les prix baissent, ils ne perdent que le prix de l'option. Prenons un exemple. Imaginons que l'on achète une option de la compagnie à 3 livres qui autorise à acheter une action à 100 livres, le prix actuel, n'importe quand dans le futur. Les prix des actions montent, et quelques semaines plus tard, une action de la compagnie vaut 120 livres. On exerce l'option, et on achète donc une action à 100 livres que l'on peut revendre immédiatement à un autre investisseur à 120 livres. Ainsi, on réalise une plus-value de 17 livres. Si le prix baisse, on n'exerce pas l'option, et on perd uniquement 3 livres, le prix d'achat de l'option. Pour en revenir à la compagnie, il distribue donc des options à des heureux bénéficiaires, et on y retrouve de nombreux nobles comme Charles Spencer, qui est alors premier lord du Trésor, l'équivalent du Premier ministre anglais aujourd'hui. On y retrouve également Charles Stanhope, secrétaire du Trésor, qui s'occupe des politiques financières de l'État. Pour la compagnie, elle peut alors publier des noms prestigieux parmi ses actionnaires, ce qui rend l'action plus sûre et attire de nouveaux investisseurs. De plus, cela incite des hommes politiques influents à devenir solidaires, puisque leur fortune personnelle dépend alors de l'augmentation du prix de l'action. Enfin, la compagnie, devant le succès et l'appétit des investisseurs, met en place un système d'achat d'actions à crédit. Certains investisseurs commencent alors à miser de l'argent qui ne leur appartient pas sur les actions de l'entreprise. La stratégie est alors redoutable, puisque l'entreprise est soutenue par l'État, par des personnes influentes, et une demande des investisseurs qui ne semble plus avoir de limite, puisque certains sont prêts à s'endetter pour investir dans l'entreprise. Malheureusement, les choses se passent moins bien dans la réalité. Le premier voyage commercial de l'entreprise pour l'Amérique se fait en 1717 et rapporte très peu, bien en dessous des attentes. En 1718, les relations entre l'Espagne et la Grande-Bretagne se détériorent, ce qui assombrit encore les perspectives de la compagnie. Mais malgré une réalité économique décevante, l'entreprise continue de soutenir qu'elle sera immensément profitable à long terme. Et vous savez quoi ? La stratégie fonctionne à la perfection et les actionnaires y croient. Fin 1719, le prix de l'action est légèrement au-dessus des 100 livres, et les prix grimpent en flèche jusqu'à l'été 1720 où le prix d'une action flirte avec les 1000 livres, près de 10 fois son prix quelques mois plus tôt.
Avec tant de succès, d'autres compagnies se forment et prétendent exploiter d'autres routes commerciales. Des entreprises qui essayent de profiter de la frénésie spéculative autour de la Compagnie des mers du Sud. Ce qu'il faut comprendre à cet instant, c'est que c'est la porte ouverte au grand n'importe quoi. L'une de ces entreprises frauduleuses se présente comme une compagnie dont le but ne sera dévoilé à personne. Et cette compagnie arrive à lever des fonds. D'autres entreprises se contentent seulement d'investir dans la Compagnie des mers du Sud et de redistribuer les bénéfices à leurs propres actionnaires. Des compagnies plus ou moins malhonnêtes qui seront surnommées rapidement des bulles. Et en juin 1720, l'État anglais intervient et passe la loi sur les bulles. Cette loi impose à toutes les entreprises prétendantes d'obtenir une charte royale, une première tentative pour limiter les entreprises qui vendent du vent. Pour la petite histoire, le mot bulle est encore utilisé aujourd'hui en finance pour désigner une situation spéculative. Malgré la loi sur les bulles, l'intervention du gouvernement anglais n'est pas suffisante, et quelques temps plus tard, la bulle spéculative éclate. L'euphorie prend fin et le cours est divisé par 10. Il chute de 1000 livres à moins de 100 livres avant la fin de l'année 1720. Parmi les investisseurs ruinés figurent plusieurs membres du gouvernement, mais également un nom connu de tous, Isaac Newton. Même Newton, l'un des scientifiques les plus connus de l'histoire, a perdu l'essentiel de sa fortune financière dans le krach de 1720. À l'issue du krach, il ne lui reste plus que sa fortune immobilière. On estime que Newton aurait perdu près de 20 000 livres à l'époque, l'équivalent de plusieurs millions d'euros aujourd'hui. Il aurait déclaré à la suite de ce krach « Je sais prédire le mouvement des corps célestes, mais pas la folie des gens ». Comme quoi, n'importe qui peut se faire avoir au jeu de la spéculation. L'éclatement de la bulle spéculative provoque la colère des investisseurs, et une commission d'enquête est mise en place. Dans un rapport publié en 1721, on révèle une fraude de grande ampleur organisée par les directeurs de la compagnie. Ils sont arrêtés et jetés à la Tour de Londres. La plupart sont dépossédés de l'essentiel de leurs biens, et certains préfèrent se suicider avant le procès. L'État anglais est alors contraint d'annoncer une série de mesures pour rétablir la confiance publique. La spéculation venait de frapper une seconde fois la bourse. Après cet épisode fou de spéculation dans les années 1720, les États veulent commencer à réguler la bourse. En France, la bourse de Paris naît en 1724 et occupe l'hôtel de Nevers. Les titres financiers s'échangent tous les jours sur des horaires fixes et définis d'avance, de 10h à 13h, excepté le dimanche et les jours fériés. La place est alors ouverte aux banquiers, courtiers, marchands et autres notabilités, mais rigoureusement interdite aux femmes. Les débuts de la bourse de Paris sont timides, et il n'y a pas beaucoup de choix dans les titres financiers, qui sont souvent des obligations de l'État français. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les obligations règnent en maître, et les actions pèsent moins d'un tiers des échanges dans les bourses en Europe. C'est au début du XIXe siècle que les choses commencent sérieusement à bouger à la Bourse de Paris. Napoléon crée en 1801 la Compagnie des agents de change, dans laquelle quelques dizaines d'officiers ministériels, appelés agents de change, sont les seuls à avoir le pouvoir de l'intermédiation boursière. La Compagnie des agents de change possède alors le monopole de la négociation dans chaque bourse régionale de France. Cela signifie que quand un acheteur et un vendeur veulent réaliser une transaction pour s'échanger un produit financier, par exemple une action ou une obligation, ils doivent passer par l'intermédiaire d'un agent de change. En contrepartie de ce monopole, les agents de change doivent préserver les lieux des différentes bourses et en assumer la charge. Quand Napoléon commande une nouvelle bourse de Paris et lance la construction du palais Brongniart, ce sont les agents de change qui doivent assumer la majorité des coûts financiers, le gouvernement et la mairie de Paris complétant. Le palais Brongniart remplace l'hôtel de Nevers et devient la nouvelle bourse de Paris à partir de 1826. Il sera le lieu de la Bourse de Paris jusqu'à la fin du XXe siècle. Les agents de change forment alors une véritable caste et règnent en maître à la Bourse de Paris, dans un endroit que l'on appelle le parquet. Toutes les personnes non admises sur le parquet négocient alors des produits financiers en coulisses. Ce sont les coulissiers. La profession de coulissier devient donc un métier parallèle à celui des agents de change, avec la spécificité que l'activité s'exerce hors du palais Brongniart, à la petite bourse, dans un cadre non réglementé. Mais revenons très légèrement en arrière. En 1807, Napoléon lance une grande nouveauté, le Code de commerce, qui introduit pour la première fois en France une réglementation sur les sociétés. On légifère le statut de société anonyme et de société en commandite par action, des types de sociétés qui existent encore aujourd'hui. On y introduit la notion de limitation de responsabilité pour les actionnaires, ce qui signifie que la responsabilité financière des actionnaires est limitée au montant de leur investissement dans la société. C'est un grand changement, car dorénavant, on ne peut pas réclamer plus d'argent à un actionnaire que ce qu'il a investi dans une entreprise. L'ambition est claire. Napoléon veut à la fois renforcer la sécurité des échanges réalisés dans les bourses et restaurer la confiance dans les titres financiers publics, notamment les obligations de l'État français. Ce nouveau cadre réglementaire permet d'augmenter rapidement le nombre d'entreprises cotées en bourse.
De nouvelles entreprises se lancent à la Bourse de Paris, principalement dans 3 secteurs, les chemins de fer, les canaux et les banques. Ces 3 secteurs représenteront la grande majorité des actions françaises durant la première moitié du 19e siècle. Avec les bourses qui se développent en Europe comme aux États-Unis, il y a un enjeu croissant autour de l'information. À la bourse comme à la guerre, l'information est la clé de tout. Plus on a d'informations, et plus on peut prendre de décisions stratégiques. À Paris, l'agence de presse Havas utilise dès 1840 des pigeons voyageurs pour avoir les cours d'ouverture de la bourse de Londres ou de Bruxelles. Quelques années plus tard, c'est le début du télégraphe électrique qui déploie ses premières lignes. Paul Julius Reuter, un ex-employé de l'agence Havas, flaire le bon coup et crée alors l'agence Reuters, une agence de presse spécialisée dans l'actualité financière, qui prendra place dans les locaux même de la Bourse de Londres. La technologie se développe et en 1851, le premier câble transmanche est posé. 15 ans plus tard, c'est au tour du premier câble transatlantique d'être posé. En 1867, Edward Callahan invente le stock ticker, une machine plus perfectionnée que le télégraphe, qui permet de transmettre automatiquement une grande quantité de cours de bourse à distance. La machine imprime sur une bande de papier les cours de bourse des différentes actions. Thomas Edison, le même qui a inventé l'ampoule électrique, a alors à peine une vingtaine d'années. Mais cela ne l'empêchera pas d'améliorer cette machine pour créer l'Universal Stock Printer et ainsi faciliter les échanges des actions et de l'or dans de nombreuses bourses. La bourse de New York s'équipe rapidement de ces machines et cela transforme à jamais les interactions entre humains à la bourse. Avant, il y avait un moment précis dans la journée appelé le fixing quotidien où toutes les transactions étaient effectuées en même temps. Cela posait problème car il y avait beaucoup de monde présent physiquement dans l'enceinte de la bourse. L'arrivée de cette nouvelle technologie, qui permet la réception mais aussi l'envoi des télégrammes, résout ce problème puisque désormais, les transactions peuvent se faire à distance. Cependant, cette technologie a créé un nouveau problème. Chaque personne peut désormais transmettre un ordre d'achat ou de vente rapidement et à distance. Mais il faut une personne sur place pour valider la transaction avec un agent de change. Il y a donc des ordres d'achat ou de vente qui bouchonnent dans les télégrammes avant d'être exécutés réellement, ce qui crée des déséquilibres temporaires d'offres et de demandes. Des spécialistes, appelés teneurs de marché, ou market makers en anglais, font alors leur apparition vers 1872. Ce sont des entités qui négocient pour leur propre compte en arrangeant des affaires entre acheteurs et vendeurs, en se rémunérant par l'écart de cours. Prenons un exemple. Pour qu'il y ait une transaction entre un acheteur et un vendeur, il faut une entente sur un prix, de manière exacte. Le but de l'acheteur est d'acheter le moins cher possible, le but du vendeur étant de vendre le plus cher possible. S'ils ne tombent pas d'accord, l'acheteur doit accepter de payer un prix plus cher ou le vendeur doit accepter de diminuer le prix. C'est un jeu qui peut durer longtemps, que vous avez sûrement déjà expérimenté dans une brocante et qui peut coûter de l'énergie, du temps, sans qu'il y ait d'accord final. Il arrive fréquemment que les acheteurs et les vendeurs ne tombent pas d'accord et c'est là que le teneur de marché s'interpose. Imaginons qu'il y a une grande quantité de transactions dans la journée pour un produit financier XYZ et que le prix moyen échangé est de 100 $, mais qu'aucun acheteur n'est visible. Un investisseur A souhaite vendre 100 parts de ce produit rapidement. Un teneur de marché propose de racheter immédiatement à 99 $ les parts de ce produit, une légère décote par rapport au prix actuel. L'investisseur accepte et le teneur de marché possède ainsi 100 parts du produit XYZ. Le prix du produit financier pouvant varier rapidement, le but du teneur de marché va être d'écouler le plus rapidement possible son stock. En effet, si le teneur de marché garde les 100 parts et que le prix du produit financier baisse, il porte un risque de perte financière. Coup de chance, un investisseur B contacte justement le teneur de marché et lui annonce qu'il souhaite acheter 100 parts du produit XYZ au plus vite. Le teneur de marché lui propose alors 100 parts au prix de 101 $ que l'investisseur B accepte car il est pressé. L'opération s'est déroulée à la perfection et le teneur de marché a encaissé 2 $ par part, soit 200 $ sur l'opération totale. Le teneur de marché est donc un acteur qui permet de fluidifier les échanges entre acheteurs et vendeurs, qui ont donc toujours un intermédiaire à qui acheter ou vendre leurs produits financiers. En échange de ce service et pour le risque prix, le teneur de marché gagne de l'argent en bénéficiant de l'écart entre les prix d'achat et de vente, que l'on appelle le spread en anglais. Ces teneurs de marché existent encore aujourd'hui dans la bourse moderne. Avec le développement technologique, les liaisons se multiplient entre les bourses. Les titres financiers ne sont plus cotés dans une seule bourse, mais dans plusieurs. Une entreprise française peut par exemple coter à Paris, mais également à Bruxelles. Les principales bourses de la planète se développent, et il y a de plus en plus d'entreprises qui sont cotées en bourse. En France ou aux États-Unis, il y a environ 2 fois plus d'entreprises cotées à la fin des années 1890 par rapport au début des années 1880. Il commence donc à y avoir de plus en plus de secteurs différents représentés dans ces bourses. Et l'un de ces secteurs va devenir incontournable dans les années à venir, celui de l'industrie. Les investisseurs
découvre que les entreprises industrielles peuvent gagner des parts de marché par la technologie en bénéficiant des économies d'échelle. Autrement dit, les entreprises industrielles commencent à pouvoir augmenter leur production tout en baissant le coût unitaire d'un produit. Elles ne sont plus limitées par le travail humain et commencent à exploiter des machines. Cette augmentation massive de la production se réalise grâce à l'extraction et l'utilisation des énergies fossiles, notamment du charbon et du pétrole. Grâce aux économies d'échelle, les entreprises industrielles ont donc des potentiels de bénéfices bien supérieurs aux autres, même si elles sont plus exposées à la concurrence et à l'évolution de la technologie. C'est pourquoi les journalistes Charles Dow et Edward Jones inventent en 1896 le Dow Jones, le premier indice entièrement industriel de l'histoire. Un indice boursier, c'est une sorte de thermomètre de la santé économique d'un secteur ou d'un marché financier. La création de l'indice Dow Jones va donc permettre au secteur industriel américain d'être mis en lumière. Quelques années plus tard, c'est un véritable succès et de nombreuses entreprises industrielles arrivent à lever des fonds importants. La course à la production est officiellement lancée aux États-Unis. En France, l'heure n'est pas encore au financement de l'industrie nationale. Entre la fin du 19e siècle et les années 1910, les Français investissent entre un tiers et la moitié de leur épargne dans des sociétés turques ou tunisiennes, ou encore dans des emprunts russes. La plupart de ces sociétés étrangères émettent seulement des obligations et non pas des actions. Paris est encore à ce moment-là un grand marché obligataire, contrairement à la bourse américaine, qui est plus axée sur les actions. Mais cela va radicalement changer. À la fin des années 1910, se conclut la Première Guerre mondiale, qui a été destructrice pour de nombreux pays. La fin de la guerre suscite de l'euphorie puisqu'on estime qu'il n'y aura alors pas d'autre guerre dans le futur. On ne veut plus jamais revivre ça. Un espoir de paix durable qui va se transmettre à la bourse. Dans les années 1920, la bourse est un véritable succès à tous les niveaux. À Paris, l'indice boursier augmente en moyenne d'environ 23% par an entre 1921 et 1928, battant même l'indice américain Dow Jones. Le nombre d'entreprises cotées en bourse augmente de 336 en 1913 contre 602 en 1928. Enfin, les investisseurs sont à l'euphorie puisque 20,6 milliards de francs ont été investis dans les actions françaises sur la période entre 1915 et 1930, alors que ce nombre était seulement de 2,6 milliards entre 1900 et 1914. Le succès est tel que les agents de change envisagent de fermer la bourse française un jour par semaine pour rattraper les retards de paperasse. Malheureusement, plus la réussite est spectaculaire et plus violente sera la chute. En 1929, c'est la plus grande crise économique de l'histoire américaine. La bulle spéculative des années 1920 éclate très brutalement. En 2 semaines, entre le 14 octobre et le 29 octobre 1929, le Dow Jones perd environ un tiers de sa valeur. La situation s'aggrave pendant des semaines, des mois et même des années. En 3 ans, l'indice Dow Jones est divisé par 9 et l'économie américaine mettra plusieurs années à se relever. Les détails de cette crise sont intéressants et je t'invite à aller voir la vidéo d'Eureka qui traite du sujet si tu veux en savoir plus. Comme c'est le cas à l'issue de chaque crise, le gouvernement réagit. Le président américain Franklin Roosevelt, élu en 1932, a alors l'idée de créer un gendarme de la bourse chargé de protéger les investisseurs contre les abus des sociétés et de surveiller les informations publiées. Il crée ainsi la Securities and Exchange Commission, la SEC, qui supervise désormais le marché boursier américain dès 1934. Parallèlement, un jeune procureur de New York, Ferdinand Pecora, enquête sur les excès des banques. Selon son rapport, les banques ont aggravé la crise de 1929. Ces résultats sont présentés au Congrès qui s'empresse de voter la loi du Glass-Steagall Act de 1933 qui impose la séparation entre banques de dépôt et banques d'investissement. Désormais, les banques ne peuvent plus utiliser les dépôts des épargnants pour spéculer à la bourse. Si tu n'as pas vu ma deuxième vidéo, je t'invite à aller la voir, tu pourras comprendre un peu mieux les enjeux. Le krach boursier de 1929, d'origine américaine, se propage en Europe, dans une moindre mesure. Mais la déstabilisation économique que le krach engendre permet dans une certaine mesure l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler et du parti nazi en Allemagne, ce qui provoque, comme vous le savez, la Seconde Guerre mondiale. En 1940, la France est occupée par l'Allemagne nazie, anticapitaliste par nature, qui n'apprécie pas du tout les marchés financiers. Pourtant, la destruction pure et simple de la bourse ne sera jamais mise en place. En Allemagne, les marchés boursiers sont tolérés parce qu'ils facilitent l'effort de guerre. Dans les pays occupés, les nazis ont également intérêt à conserver une structure boursière fonctionnelle, puisque cela leur permet de faciliter le pillage économique de 2 manières. D'une part, ils gardent le contrôle des sociétés dans les territoires occupés, et d'autre part, ils peuvent émettre des obligations via les États occupés pour financer les frais d'occupation. Autrement dit, les nazis ont forcé la France à émettre des obligations d'État, ce qui a augmenté la dette de la France. La dette de la France est ainsi passée de 100% du PIB en 1939 à 160% en 1945. Le système boursier est donc resté ouvert pendant l'occupation, mais à la sauce nazie. Par exemple, il limite la distribution de dividendes et l'accès à la bourse est fortement restreinte, notamment
pour les petits porteurs. De 1939 à 1945, les bourses mondiales, et notamment celles d'Europe, tournent alors au ralenti, pour mieux accélérer pendant les 30 Glorieuses. Le capitalisme a vaincu, et il est temps de refaire tourner les bourses à plein régime. La bourse française est un succès, puisqu'elle augmente en moyenne de 18% par an entre 1949 et 1962. Les périodes de baisse étant rares et courtes. Dans les années 1960, il y a de grandes nouveautés. Une nouvelle technologie permet de transmettre d'un continent à l'autre un grand nombre de cours boursiers en connectant un téléphone et un lecteur de bande magnétique. C'est l'arrivée du téléquote. L'agence de Price Reuters utilise très rapidement cette nouvelle technologie pour diffuser tout un tas de services, les cours des produits financiers, les actualités ou même des bases de données financières. Fort de cette nouvelle technologie et des perspectives, Reuters et l'Association des courtiers américains créent en 1971 une bourse à distance, le Nasdaq. Le Nasdaq est donc la première bourse 100% électronique qui ne possède pas de lieu physique pour des visiteurs et qui accueille principalement de nombreuses entreprises du secteur de la technologie. Les marchés financiers commencent alors à se digitaliser entièrement et les places physiques où se rencontraient jusqu'alors des humains sont remplacées par des serveurs informatiques. Au début des années 1970, les chocs pétroliers frappent de plein fouet les pays développés qui subissent une forte inflation pendant plusieurs années. Pour rappel, une forte inflation peut être un danger pour l'économie et je t'invite à aller voir ma toute première vidéo si ce n'est pas clair pour toi. Bref, en Angleterre, il y a une multiplication de grèves générales qui vont durer jusqu'à la chute du gouvernement en 1979. Cette année-là, Margaret Thatcher devient la première ministre d'une Angleterre qui va mal économiquement. Bien décidée à inverser la tendance, elle annonce une suite de privatisations qui vont s'étaler sur une dizaine d'années. Tous les secteurs sont concernés, même des secteurs clés comme l'énergie, les télécommunications, les transports, la métallurgie ou même la distribution d'eau. De nombreux pays suivent le pas des privatisations et la France ne fait pas exception. Jacques Chirac, Premier ministre en 1986, lance alors une dizaine de privatisations en moins de 2 ans. Aux États-Unis, Ronald Reagan abolit les lois votées après le krach de 1929, notamment le Glass-Steagall Act. Les banques peuvent alors de nouveau spéculer à la bourse avec les dépôts de leurs clients. L'ère de la déréglementation commence et une nouvelle doctrine néolibérale fait son apparition et va se propager dans le monde. La déréglementation et les privatisations sont engendrées par une idéologie qui repose sur plusieurs hypothèses. La première est que le secteur public est inefficace et mal géré comparé au privé. La privatisation devrait donc améliorer l'efficacité opérationnelle et financière de ces entreprises qui ne seraient plus limitées par les décisions politiques de l'État. Ces privatisations permettent également de réduire le fardeau fiscal des États qui font des bénéfices immédiats et réduisent leurs dépenses publiques. Enfin, la privatisation stimule la concurrence en ouvrant les marchés à de nouveaux acteurs privés, ce qui est un moyen d'attirer des investissements étrangers pour créer une compétition et améliorer la qualité des biens et des services auprès des consommateurs. Au cœur de cette idéologie néolibéraliste se trouve la théorie du marché efficient et capable de s'autocorriger. Cette théorie postule que les marchés financiers qui confrontent en permanence l'offre et la demande permettent de trouver le prix optimal de n'importe quel produit. Ce prix optimal serait en fait le reflet de toute l'information disponible dans les marchés. Prenons un exemple. Imaginons un marché local où les agriculteurs vendent des pommes. Supposons qu'il y ait une abondance de pommes sur le marché pendant l'été, mais une demande relativement faible, car les gens préfèrent les pêches, qui sont également disponibles en grande quantité. Dans cette situation, les prix des pommes baisseront, car les vendeurs chercheront à écouler leur stock excédentaire, incitant ainsi les acheteurs à en acheter davantage en raison de leur faible coût. L'année suivante, la récolte de pommes est moins abondante, mais la demande reste la même. Les prix des pommes augmenteront par rapport à l'année passée, car les vendeurs chercheront à tirer profit de cette nouvelle situation. Ainsi, selon la théorie du marché efficient, le prix des pommes est l'exact reflet de l'équilibre entre l'offre et la demande. Le marché aux pommes a tenu compte de toutes les informations disponibles, comme le niveau de la récolte ou les préférences des consommateurs. Cette théorie des marchés efficients est fortement contestée par la finance comportementale, qui a montré que l'humain est capable d'erreurs cognitives, émotionnelles, ce qui fausse la formation des prix. Pour reprendre l'exemple, on peut très bien acheter une pomme sur le marché l'année d'après, parce que notre voisin a lui-même acheté une pomme l'année d'avant et nous a dit que c'était une bonne affaire. Toutes les décisions, même financières, ne sont pas guidées uniquement par la raison. Il y a toujours des périodes d'euphorie ou de panique. Les plus grandes bulles spéculatives et les plus grands cracks que l'on peut analyser au travers de l'histoire ont à la base un dénominateur commun qui est l'être humain. Et l'être humain peut faire des erreurs. La théorie néolibérale, malgré les critiques, va prendre de l'ampleur et depuis les années 80, l'interventionnisme de l'État dans l'économie est réduit, ce qui va augmenter la mise en concurrence entre les entreprises
sur de nombreux secteurs. La mondialisation peut alors commencer. Désormais, c'est officiel. Les places boursières internationales se font de la concurrence, encore plus de concurrence qu'avant. Grâce à la déréglementation, les bourses peuvent désormais se racheter entre elles. La Bourse de Londres souhaite potentiellement racheter la Bourse de Paris dès les années 80, mettant en péril l'indépendance française. La question de la modernisation devient alors centrale, puisqu'à ce moment, la Bourse française fonctionne encore principalement à la criée. Rapidement, une solution informatique est mise en place, le système de cotation assistée en continu, le CAC. Une solution légale voit aussi le jour puisque la compagnie des agents de change se transforme alors en Société des bourses françaises, le SBF, et regroupe toutes les bourses régionales à un niveau national. Le métier d'agent de change, introduit par Napoléon, disparaît pour toujours avec les débuts de la digitalisation des marchés actions en 1987. Au niveau des places boursières, l'histoire ne s'arrête pas là, puisque les bourses d'Amsterdam, de Bruxelles et de Paris fusionnent en 2000 pour donner l'entreprise privée Euronext. L'objectif est alors de regrouper les bourses de l'Union européenne. En 2001, Euronext est cotée en bourse. Oui, vous ne rêvez pas, une place boursière maintenant privée se cote elle-même en bourse. Le néolibéralisme est poussé à l'extrême. Les places financières deviennent donc des entités juridiques privées à part entière et servent leurs propres intérêts. Les lieux physiques de la bourse sont remplacés par des ordinateurs et des serveurs informatiques. Par exemple, les serveurs d'Euronext sont depuis juin 2022 situés à Bergame en Italie. Avant ce déménagement, ils étaient localisés à Basildon dans la banlieue de Londres. L'évolution des marchés financiers est donc intrinsèquement liée au développement de la technologie et notamment de l'informatique. Des entreprises de trading à haute fréquence se sont donc naturellement développées depuis les années 2000. Elles exploitent des algorithmes basés sur des modèles mathématiques complexes qui évaluent les données des marchés financiers en temps réel, en effectuant des transactions automatiques. Ces entreprises privées ne sont qu'une poignée, mais sont responsables d'une grande majorité de toutes les transactions boursières au niveau mondial. Aujourd'hui, ce ne sont donc plus majoritairement des humains qui passent des ordres en bourse, mais des robots, des machines, développées par des entreprises spécialisées dans la télécommunication, qui essayent d'avoir la plus faible latence possible pour avoir un avantage compétitif. Et l'entreprise la plus rapide prend tous les bénéfices. Prenons un exemple. Imaginons que l'action XYZ cote dans deux bourses différentes, la bourse de Paris et la bourse de Bruxelles. Dans les deux bourses, qui sont physiquement au même endroit puisque ce sont des serveurs informatiques, le prix de l'action XYZ est de 10 €. Autrement dit, les dernières transactions qui se concluent avec des acheteurs et des vendeurs se sont faites au prix de 10 € sur les deux bourses. À la bourse de Bruxelles, un investisseur passe soudainement un ordre d'achat à 10,10 €, mais il n'y a pas de vendeur au-dessous de 10,20 €. Simultanément, à la bourse de Paris, un investisseur passe un ordre de vente à 10 €, mais il n'y a pas d'acheteur au-dessus de 9,90 €. À cet instant précis, il y a donc une opportunité d'acheter l'action XYZ à Paris pour la revendre à Bruxelles et de réaliser un profit de 10 centimes. Ce type d'opération est appelé une opération d'arbitrage et celui qui a l'information en premier peut empocher le profit. Il y a plusieurs siècles, c'était le cheval de course ou le pigeon le plus rapide qui permettait d'avoir l'information en premier. Dans le monde moderne, c'est l'entreprise qui a la plus faible latence informatique qui l'emporte. Les stratégies des traders à haute fréquence ont donc pour objectif de réaliser un grand nombre de transactions en un minimum de temps, générant de faibles profits à chaque transaction, mais qui, cumulés, représentent des profits qui se comptent en dizaines de milliards d'euros chaque année. Les transactions boursières, qui se négociaient il y a encore quelques années à la criée, s'effectuent aujourd'hui en quelques microsecondes. Pour être capable d'avoir une si grande vitesse, ces firmes payent généralement les places boursières pour avoir un accès privilégié au marché, le plus proche possible des serveurs informatiques. Plus le câble de fibre optique est court, plus la latence est faible. Un avantage injuste pour les autres participants des marchés financiers comme des particuliers. Euronext, par exemple, propose tout un tas de services différents pour favoriser la colocation avec les marchés financiers. Dans ces services, on retrouve une connectivité directe aux marchés financiers pour avoir une faible latence via de la fibre optique. Un service qui est exploité par les entreprises de trading à haute fréquence. Le conflit d'intérêts devient alors évident. Les places boursières, maintenant privées et qui détiennent généralement un monopole par région, bénéficient directement du trading à haute fréquence de deux manières. D'une part, elles reçoivent directement de l'argent en échange des services sur mesure proposés dans la colocation. D'autre part, les places boursières se rémunèrent en prenant une commission sur chaque transaction effectuée. L'augmentation du nombre de transactions sur les marchés financiers engendrée par le trading à haute fréquence permet d'augmenter leurs bénéfices. Tant que les entreprises de trading à haute fréquence ne font rien d'illégal, les places boursières n'ont donc pas de raison de changer leur modèle économique. La problématique est que ces entreprises ont une technologie à la pointe. Il y a donc encore très peu de régulation en vigueur aujourd'hui. Comme il y a peu
voire une absence totale de réglementation, les entreprises de trading à haute fréquence n'ont pas hésité à manipuler les marchés financiers dans le passé. De nombreuses techniques ont été révélées, et il en existe probablement de très nombreuses autres encore inconnues du grand public. L'une de ces techniques s'appelle le code stuffing, ou bourrage d'ordre en français, qui consiste à perturber les algorithmes des autres entreprises. Le principe est simple, un algorithme de l'entreprise de trading à haute fréquence émet de grandes quantités d'ordres d'achat ou de vente, sans importance, produisant un flot d'informations. Les algorithmes des autres entreprises, moins rapides, perdent du temps à analyser ce flot d'informations, ce qui diminue leur temps de réaction pour réagir aux offres intéressantes. Les entreprises de trading à haute fréquence ont donc plus d'espace pour profiter des offres réellement intéressantes. Le code stuffing est clairement une technique pour entraver la concurrence. Une autre technique de manipulation s'appelle le spoofing. Un algorithme achète une certaine quantité d'un produit et génère simultanément un très grand nombre d'offres d'achat surévaluées. Grâce à son extrême rapidité, ces offres surévaluées peuvent être annulées immédiatement avant que quelqu'un ne les achète réellement. Mais comme ces ordres fantômes sont visibles quelques microsecondes, cela crée l'illusion que des personnes dans le marché sont intéressées par l'achat de ces produits financiers. D'autres algorithmes plus lents réagissent à cette illusion et font en sorte que les prix augmentent effectivement. L'entreprise de trading à haute fréquence peut alors revendre les quelques offres acquises précédemment, achetées à un prix non manipulé pour réaliser des bénéfices. Le spoofing, c'est donc feinter le marché pour le diriger dans le sens que l'on souhaite sur des durées très courtes. Les entreprises de trading à haute fréquence sont donc un danger immédiat pour n'importe quelle entreprise classique de trading, y compris les banques. On peut se sentir peu concerné par ces techniques de manipulation de marché en étant un particulier, mais dans la réalité, tout le monde est concerné, même ceux qui n'investissent pas 1 euro en bourse, puisque cela peut menacer l'économie réelle. Le 6 mai 2010, un événement va révéler au monde entier les dangers du trading à haute fréquence. It's a very fast market. That's very clear. Well, I mean, like, I want to know, where do we can't- start hitting curve? I mean, you're now dropping 300 or 400 points here in the past few minutes. Yeah, Aaron, and they're saying, when I asked them what the heck is going on down here, I don't know. There is fear. This is capitulation, really. I mean, it is classic capitulation. There is fear in this market. You can take a look at what has happened with the VIX absolutely exploding today. You have seen a flight to safety within gold, a flight to quality No, within it's treasury, just a impossible. flight out of equities from almost every single major sector. We have seen it accelerate throughout the day, and that's why right now we're sitting down 875 points, Aaron. En début d'après-midi, l'indice Dow Jones chute de 7% en moins de 15 minutes. La chute est si forte que l'on peut la voir en temps réel sur la vidéo. On ne parle pas de la chute d'une seule action, mais d'un indice qui contient les 30 plus grosses entreprises cotées à la bourse de New York, la plus grande place boursière du monde. Autant de variations en si peu de temps sur des volumes aussi importants, c'était du jamais vu en 2010. Au lendemain du crack, plusieurs organisations affirment que le trading à haute fréquence n'est pas à blâmer. CME Group, une place boursière privée, déclare que son enquête n'a pas trouvé de lien entre le trading à haute fréquence et le crack, allant même souligner que le trading à haute fréquence avait eu un effet stabilisateur sur le marché. Cependant, 5 mois plus tard, la SEC, le gendarme boursier américain, publie un rapport contredisant les résultats de CME Group. Le trading à haute fréquence a aggravé le crack. Plusieurs éléments de cet événement sont à retenir. D'une part, il y a une forte opacité et une divergence d'opinion sur la responsabilité du trading à haute fréquence, même dans les recherches académiques et universitaires, dans les années qui ont suivi le flash crash de 2010. Le trading à haute fréquence est un sujet difficile à comprendre et à analyser. D'autre part, les autorités sont complètement sous-équipées technologiquement face au trading à haute fréquence, puisqu'il a fallu 5 mois aux gendarmes américains pour écrire un rapport sur un événement de quelques minutes seulement. Enfin, le crack spectaculaire de 2010 n'est que l'arbre qui cache la forêt. Depuis 2006, on observe de petits flash crash qui se produisent sur les marchés financiers. Un petit flash crash, c'est une variation de 0,8% en moins de 1,5 secondes sur un produit financier. On estime qu'il y aurait environ une dizaine de petits flash crash par jour sur les marchés financiers. Une entreprise comme Apple peut par exemple faire les frais du trading à haute fréquence sur une journée normale à la bourse. Ces phénomènes sont difficiles à quantifier et il existe encore peu de documentation à ce sujet, surtout en Europe. Quand un petit flash crash apparaît, la presse occidentale le traite comme un élément mystérieux et inexplicable, ce qui n'améliore pas la qualité des débats autour des problèmes engendrés par le trading à haute fréquence. Avec de tels risques pour l'économie, on peut alors se questionner sur les bénéfices du trading à haute fréquence. Selon une autre étude menée également par la SEC, il semblerait que le trading à haute fréquence améliore la formation des prix et diminue les coûts de transaction pour les investisseurs lambda. Il aurait un effet d'uniformisation des prix et permettrait d'éviter les valeurs aberrantes dans les marchés financiers. De plus, les algorithmes de trading à haute fréquence utilisent beaucoup de données différentes, financières,
ou même extra-financières, et ils arrivent donc beaucoup mieux à intégrer et à comprendre les événements entourant les prix des produits financiers. Par exemple, le 8 septembre 2008, une information s'est propagée dans les journaux selon laquelle United Airlines, une entreprise de transport aérien, est en faillite. Immédiatement, les marchés financiers réagissent et en quelques minutes, l'action chute d'environ $12 à 1 centime symbolique, avant que les transactions ne soient suspendues. Les robots ont fait leur travail presque instantanément. Autrement dit, le trading à haute fréquence semble rendre les marchés financiers plus efficients la majorité du temps. Mais par la même occasion, cela soulève des préoccupations en termes de stabilité et d'équité. C'est pourquoi, depuis 2010, quelques lois ont été passées, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Certaines techniques de manipulation, comme le code stuffing ou le spoofing, sont devenues illégales, bien qu'il est souvent très complexe de prouver leur utilisation. Également, de nombreuses places boursières ont mis en place des arrêts automatiques de transactions en cas de flash crash. Quand on atteint certains seuils, les transactions sont temporairement interrompues. L'Italie est l'un des rares pays à avoir été plus loin, instaurant une taxe à 0,02% sur les transactions d'actions, visant directement les entreprises de trading à haute fréquence. Malheureusement, ces différentes mesures ne traitent pas le sujet dans le fond. Est-ce que le trading à haute fréquence est avantageux pour les marchés financiers, au vu des risques et bénéfices cités? A-t-on réellement besoin de réaliser des transactions à la microseconde près? Faut-il instaurer une période minimale durant laquelle on est obligé de conserver les produits financiers achetés? Ou encore, faut-il créer une taxe sur les transactions financières comme l'Italie? On pourrait très bien imaginer un système dans lequel on taxe chaque transaction en fonction de la durée de détention. Plus on détient un titre financier longtemps, moins on est taxé en proportion. Mes amis, il est temps pour moi de récapituler toutes ces informations. La bourse a donc une histoire ancienne, et elle n'a jamais représenté entièrement l'économie, seulement une partie de l'économie. C'est pourquoi il n'est pas rare de voir l'économie se porter mal, alors que la bourse se porte à merveille. À son origine, la bourse n'était pas non plus un lieu d'égalité. Seule une poignée de marchands et autres notabilités y ont eu accès pendant plusieurs siècles. Ce n'est que récemment, sur le dernier siècle, que la bourse est ouverte aux particuliers et notamment aux femmes. Au début totalement libre, la bourse est peu à peu structurée à cause des grands événements spéculatifs qui ont marqué l'histoire, comme la tulipomanie au XVIIe siècle ou le krach de 1720. De nombreuses régulations successives ont alors été adoptées au fil des siècles et des scandales pour en garantir le bon fonctionnement. Les marchés financiers ont été créés à l'origine pour faciliter le financement de l'économie réelle, en permettant de développer les entreprises et les États. En France, la bourse a longtemps été régulée par l'État via les agents de change, mais tout a radicalement changé à partir des années 80. Avec les débuts de la déréglementation et la digitalisation, la bourse s'est transformée pour devenir un lieu numérique privé. Les transactions, avec le développement du trading à haute fréquence, sont de plus en plus instantanées et de moins en moins d'humains agissent sur les marchés financiers. Face à ce développement technologique exponentiel, les traders particuliers ont de moins en moins de chances de rivaliser face aux grands groupes technologiques. Toutes ces évolutions récentes suscitent de nombreuses questions, et je t'invite à poser les tiennes en commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté, et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Maintenant que vous êtes des experts de la bourse, vous comprendrez sans mal le langage financier, qui est souvent hermétique et peu compréhensible pour quelqu'un qui n'est pas du milieu. C'était le Loup des Ardennes, et je vous dis à très bientôt.